Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Donc, on se retrouve encore une fois dans la suite des cours sur le langage algorithmique. Alors, cette fois, on va voir un problème un peu différent de ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, soit un dé à 6 faces, chacun qui porte donc un numéro de 1 à 6. Alors, on se dit qu'on va jouer un jeu où chaque joueur il va lancer plusieurs fois le dé d'une manière aléatoire et ne s'arrête que s'il obtient la face de numéro 1. Ensuite, la note du joueur est la somme des nombres des faces obtenues. Alors, on vous demande d'écrire un algorithme qui permet de calculer la note d'un joueur en ayant les différentes faces obtenues. Alors, c'est ça notre problème, c'est ce jeu-là. Alors, dans ce jeu, le dé il est lancé plusieurs fois. Donc, on a un phénomène de répétition. Donc, un phénomène qui se répète. Donc, on va boucler. Donc, on va utiliser des boucles. Alors, vous allez me dire, c'est simple. Donc, on va lire les résultats obtenus et à chaque étape, on ajoute, comme l'exemple précédent. Donc, pour i allant de 1 à n, faire lire le résultat et résultat, donc la somme reçoit la somme plus le résultat. Ok, c'est une bonne chose de penser à la boucle pour, mais le compteur de la boucle, il va de quelle valeur à quelle valeur? Vous avez dit pour i allant de bi à bs, quel est le bi? Bon, vous allez dire que bi c'est 1, donc c'est la première fois qu'il lance le dé, mais quand est-ce qu'il s'arrête? Le bs n'est pas connu, donc on ne peut pas le savoir. Pourquoi? Parce que c'est aléatoire. On a dit qu'il lance le dé d'une manière aléatoire, donc on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il va avoir la face 1. Donc la boucle pour ne peut pas être utilisée dans ce cas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la borne supérieure. On peut avoir la borne inférieure et dire qu'on va commencer à partir de 1, mais on ne peut pas savoir quelle est la borne supérieure. Et alors, la solution, comment peut-on résoudre ce problème-là? Alors, si vous vous souvenez, lorsqu'on a commencé les structures itératives, on a dit qu'on a 3 types de boucles. On a 3 structures répétitives. On a vu la première, la boucle pour, et on va voir aujourd'hui donc la boucle tant que, le deuxième type de structure répétitive. C'est quoi le tant que? C'est quoi la boucle tant que? Donc la boucle tant que, c'est une structure qui permet d'exécuter plusieurs fois un bloc d'action suivant la valeur d'une condition. Alors dans ce cas, contrairement à la boucle pour, le nombre de fois à répéter n'est pas forcément connu. Ça veut dire qu'on a une certaine condition qu'on doit vérifier et tant que cette condition elle est vraie, on va exécuter ce bloc d'action. Donc sa syntaxe est la suivante. Donc on va utiliser le mot-clé tant que une condition, faire un bloc action et on termine par fin. Alors, comme pour la boucle pour, la condition, donc c'est la condition, c'est une expression logique. Or, la boucle pour, c'était de une valeur bi à une valeur bs. Donc, là, on utilise une certaine condition booléenne. C'est une expression logique, donc un ensemble d'objets combinés en utilisant des opérations booléennes ou bien de relations. Le bloc action, donc on s'est habitué, c'est une suite d'actions séparées par des points-virgules. Alors la sémantique, ça veut dire comment ça s'exécute la boucle tant que. Alors voilà son schéma, son organigramme. Donc on commence déjà par une initialisation, on va initialiser la condition. Ça veut dire que on va donner une valeur à la condition qui permet donc ou bien d'accéder à la boucle, de faire des traitements de boucle, ou bien d'aller en dehors de la boucle. Ensuite, on va évaluer la condition. On va évaluer la condition, ça veut dire voir est-ce que sa valeur est vraie ou bien faux, parce qu'on a dit que c'est une expression booléenne, donc elle peut prendre 2 valeurs seulement, ou bien vrai ou bien faux. Donc si la valeur de la condition est vraie, là, donc on va exécuter le bloc d'action. Et ensuite, on va modifier la condition.
Modifier la condition, ça veut dire faire des opérations qui peuvent changer la valeur de la condition. Ensuite, on revient sur le 2. Allez, à 2, donc on revient sur le 2. Si la condition vaut la valeur faux, donc on va aller à la suite et on continue après la boucle. Donc vous voyez là qu'il y a la notion de boucle. C'est pour ça qu'on l'a appelé la boucle tant que. Donc vous allez boucler tant que la condition est vraie. Donc tant que la condition est vraie, on est en train de boucler. Lorsque la condition devient faux, donc on va sortir de la boucle et on continue après la boucle. Alors, comment on modifie cette condition-là? Alors, nous avons dit que la condition, c'est une expression booléenne. Donc, elle contient des identificateurs, des noms d'objets. Sa modification consiste à modifier au moins un objet, au moins un identificateur qui fait partie de cette condition-là. Comment le modifier? Donc, on a vu les premiers cours que la modification est faite par une affectation ou bien une lecture. Pour modifier le contenu d'un objet, donc, on va changer sa valeur. Et les actions qui peuvent changer les valeurs d'un objet sont, d'après ce qu'on a vu les premiers cours, ou bien l'affectation, ou bien la lecture. Donc, l'action qui va modifier la condition peut être ou bien une affectation, ou bien une lecture. Une lecture ou bien une affectation d'un objet qui fait partie de cette condition-là, puisque la condition, c'est une expression logique. Donc, c'est une combinaison entre un ensemble de noms d'objets, bien sûr, qui peuvent être un seul. Alors, faites attention là, la modification de la condition n'est pas réalisée automatiquement. Donc, elle doit être faite par l'utilisateur, donc par celui qui écrit l'algorithme. Alors, on revient maintenant à notre problème de lancer de dés. Donc, revenons au problème là. Donc, on a dit que la condition d'arrêt du jeu, c'est d'avoir une face égale à 1. Ça veut dire que tant que c'est différent de 1, on exécute les actions, le bloc d'action qui est dans ce cas le jeu, qui est dans ce cas le lancer du dé. La valeur de la face obtenue à chaque itération est introduite par une lecture. On va lire le résultat de la face. Donc, cette lecture-là, justement, elle permet de modifier la condition. Parce que la condition, c'est quoi? C'est d'avoir une face égale à 1. Or, nous, on va lire le résultat de la face. Donc, si cette lecture-là, à travers cette lecture, on va obtenir la face 1, donc, automatiquement, on va s'arrêter et on va sortir de la boucle. Donc, les données de notre problème, c'est la valeur de la face. Le résultat de ce problème, c'est la note du joueur. Comment passer de l'entrée au résultat? Donc, la note est calculée par un cumul répétitif. Ça veut dire que je vais ajouter à chaque itération le résultat de la face. Donc, c'est un cumul répétitif, donc c'est une boucle. L'opération s'arrête une fois que la face obtenue est égale à 1. Au début, bien sûr, le joueur n'a aucune note, donc la note est initialisée à la valeur de la première face obtenue. Donc, lorsqu'il va jouer le premier tour, donc on va lire la face, et on va l'affecter à la note. Parce qu'au départ, c'était nul. Donc, on se donne donc deux objets, deux variables, face et note, les deux objets manipulés. L'algorithme sera le suivant. Donc, le nom de l'algorithme, on utilise deux variables, deux objets, face et note. On demande donc la valeur de la face obtenue, ou bien les valeurs des faces obtenues. Donc là, cette lecture qui va être à ce niveau-là, c'est l'initialisation. Donc si on fait une comparaison entre l'organigramme et l'algorithme de la boucle pour, donc là, il va y avoir une initialisation. Donc j'initialise la condition. La condition, elle est reliée à la face. Donc il doit y avoir ici une action qui va agir sur la face. Eh bien, c'est la lecture. Donc, on va lire la face. Si on va lire la face, ça veut dire que face maintenant, il va y avoir une valeur. Or, la condition, elle est reliée à la valeur de la face. Bon, initialement, on a dit une fois qu'il a lancé le dé, il a obtenu une face, donc
sa première note, c'est le résultat de cette phase-là. Donc ça concerne l'initialisation de la condition, et ça, c'est l'initialisation de la note du joueur. Ensuite, on va vers la condition. La condition, c'est quoi? On a dit que le joueur va s'arrêter lorsque il obtient la face 1. Donc, tant que la face est différente de 1, il continue à jouer. Donc, la condition, c'est face différente de 1. Tant que c'est différent de 1, j'exécute mon bloc d'action. Le bloc d'action, donc, il va contenir un cumul pour calculer la note, et il doit y avoir une certaine action qui va modifier la condition. Alors justement, pour modifier la condition, on va lire la phase du deuxième tour. Donc on a joué le premier tour, ça a donné un résultat. Si c'est différent de 1, je vais lancer le deuxième tour. Si c'est égal à 1, je sors. Donc il a droit à jouer un seul tour seulement. Alors je vais lire la phase du deuxième tour. Je cumule la note. Donc la note, c'est l'ancienne note plus le résultat de la nouvelle phase. Ensuite, je vais voir, est-ce qu'il a obtenu la phase 1? Non, donc il a droit au troisième tour, et ainsi de suite. Lorsqu'il va obtenir la phase 1, et on ne sait pas quand, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser la boucle pour, donc je vais sortir de la boucle et je vais afficher la note du joueur. Donc là, c'est la boucle. On va boucler tant que la phase est différente de 1. Bien, on va faire une certaine exécution, donc un déroulement, comment ça s'exécute la boucle pour. Donc, supposons que le joueur il a lancé 5 fois le dé, donc la première fois il a obtenu 3, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4, et enfin il a obtenu le 1 qui va l'arrêter. Donc, je déclare mes variables, mes objets, donc je vais avoir deux espaces mémoire, face et note. Je vais lire la face, donc je vais modifier la valeur de la face. Donc je vais lire la première valeur qui est 3. J'initialise ma note à la même valeur, donc note reçoit 3. Ensuite, je vais entrer dans la boucle. Dans la boucle, donc j'ai tant que face est différent de 1. Donc je vais évaluer la condition. Je vais voir la valeur de face. La valeur de face c'est 3. 3 est différent de 1, donc c'est correct, c'est vrai. Je vais accéder à la boucle. Donc, je vais lire une nouvelle phase, donc un deuxième tour. Donc, je vais lire le 2. Et bien sûr, je vais écraser l'ancien. Ensuite, je cumule la note. Donc, 3 plus 2 égale 5. C'est une boucle, donc je vais revenir à la condition, aller à 2. Donc, je reviens à la condition. Je vais évaluer encore une fois la phase, la condition. Donc, la condition, est-ce que face est égale à 1 ou bien il est différent de 1? Je vais voir 2 est différent de 1. Donc, c'est toujours vrai. Je vais accéder encore une fois. Donc, j'ai droit à un autre tour du jeu. Je vais lire la face. Je vais lire donc dans ce cas le 3. Je cumule la note et je reviens à la condition. Je vais évaluer encore une fois la condition. Ma face, c'est 3. 3 est différent de 1. J'ai droit encore à un autre tour. Je vais lire la face. Donc, dans ce cas, on va lire le 4. Je vais lire le 4. Et je cumule la note. Note égale l'ancienne note plus 4. Je reviens encore une fois à la condition. J'évalue encore une fois la condition. La face est égale à 4. 4 est différent de 1. J'ai droit encore une fois à un jeu. Je vais lire la face. Donc, je vais lire le 1 dans ce cas. Je cumule ma note. Et je reviens à la condition. Hop. Donc, dans ce cas, la face est égale à 1. 1 est différent de 1, c'est faux. Donc, 1 est égal à 1. Il n'est pas différent de 1. Donc, on va sortir de la boucle maintenant. On va aller après la boucle. Après la boucle, qu'est-ce qu'il y a? Un affichage de la note du joueur. Donc, je vais afficher la note du joueur, c'est 13. Vous voyez comment on exécute une boucle tant que. Bien. Revenons à la définition de la boucle tant que. On a dit qu'elle permet d'exécuter plusieurs fois un bloc d'action suivant la valeur d'une condition,
le nombre de fois n'est pas forcément connu. On n'a pas dit qu'il n'est pas connu. On a dit qu'il n'est pas forcément connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut utiliser la boucle tant que si le nombre est connu. Oui, effectivement, on peut utiliser la boucle tant que dans le cas où le nombre d'itérations est connu. Regardons les organigrammes des deux boucles, la boucle pour et la boucle tant que. Dans la boucle pour, on a dit qu'on va initialiser le compteur à BI. Ensuite, on va tester la condition. Est-ce que le compteur est inférieur ou égal à BS? Si c'est vrai, j'exécute le bloc d'action et j'incrémente le compteur et je reviens à la condition. Et je vais boucler tant que le compteur est inférieur à BS. Et vous voyez qu'on a dit tant que le compteur est inférieur à BS, inférieur ou égal à BS. Pour la boucle tant que, donc j'ai l'initialisation, la condition, tant qu'elle est vraie, j'exécute le bloc d'action avec une modification de condition et je reviens. Donc, ça veut dire que l'initialisation du tant que, c'est l'équivalent du compteur reçoit BI pour le pour. La condition du tant que, dans le pour, c'est compteur inférieur ou égal à BS. Donc, on peut convertir cette condition vers la boucle tant que. Le bloc d'action, c'est le même. La modification de la condition, dans la boucle pour, elle est implicite. Ça veut dire que c'est automatique. Compteur reçoit compteur plus 1. Ce qui permet de modifier la condition. Parce que vous voyez là que l'expression de la condition, elle contient l'objet compteur. Et donc, si je modifie le compteur, ça veut dire que j'ai modifié la condition. Et donc, à un certain moment, ça va prendre une autre valeur. Donc, vous voyez que ces deux boucles-là, elles sont équivalentes. Donc, si je connais le nombre d'itérations, il suffit d'initialiser à la borne compteur à la borne BI, mettre la condition compteur inférieur à BS ici, et modifier la condition revient à incrémenter le compteur. Bien. Est-ce que toute boucle maintenant peut être transformée en boucle tant que? Oui. Donc, d'après l'équivalence qu'on a vue dans les deux organigrammes, on va dire que toute boucle pour peut être transformée en boucle tant que. Attention, l'inverse n'est pas toujours possible. Ça veut dire que passer de la boucle tant que vers la boucle pour n'est pas toujours possible. Il est possible justement si ce nombre-là est connu. Si on connaît le nombre d'itérations, on peut aller du tant que vers le pour. Mais dans les autres cas, on ne peut pas le faire. Par exemple, dans le problème du lancer de dés, on ne connaissait pas le nombre d'opérations, le nombre d'itérations du jeu, donc on ne pouvait pas résoudre ce problème-là en utilisant le pour. Par contre, dans les problèmes où le nombre d'itérations est connu, donc je peux le résoudre avec les deux boucles. Si on reprend l'exemple de la somme des n entiers, par exemple, alors la solution qu'on avait donnée en utilisant la boucle pour, c'était ça. Vous pouvez revenir à la vidéo précédente pour voir la solution de cet exercice-là. Donc, on a dit qu'on va lire le nombre n, et on initialise la somme, et on va dire pour i allant de 1 à n, je vais lire le a, et je cumule, donc le a vers s. Et enfin, j'affiche la somme, et on aurait calculé la somme de n entiers. Alors, si je veux transformer cette boucle-là vers la boucle tant que, la première partie justement de l'algorithme ne change pas parce qu'on a besoin du nombre d'éléments à sommer, on a besoin d'une somme qu'on initialise à 0, tout ça inchangé. Le changement va se faire au niveau de la boucle. On va transformer la boucle pour en boucle tant que. Ah voilà, donc pour y allant de 1 à n, faire, ça, fait. Donc ça c'est le bloc d'action, ça c'est l'initialisation, ça c'est la borne supérieure. Donc, i reçoit 1 sera l'équivalent de l'initialisation. Donc ça, i reçoit 1, ça représente l'initialisation de la boucle tant que. On va aller jusqu'à n, ça veut dire que ça va être la condition de la boucle tant que. Donc on va dire tant que i est inférieur ou égal à n. Le compteur est inférieur ou égal à bs. Donc le compteur c'est i, bs c'est 1. Donc on va dire tant que i est inférieur ou égal à n. Donc c'est la condition du tant que.
Faire quoi? Donc, c'est le bloc d'action. Donc, on va faire la même chose. Lire A et S reçoit S plus A. Bien. Maintenant, on a la condition qui contient deux objets, le I et le N. Les deux actions qu'on a dans la boucle, c'est la lecture de A et S reçoit S plus A. On voit que aucun objet n'apparaît dans ces deux expressions. La lecture, elle permet de modifier la condition et l'affectation, elle permet de modifier la condition. Mais dans ce cas, elles ne peuvent pas agir sur la condition. Pourquoi? Parce qu'aucun objet de l'expression de la condition n'apparaît dans ces deux actions-là. Ça veut dire qu'on doit maintenant ajouter une certaine action qui permet de modifier la condition. Dans la boucle pour, c'était implicite. On a dit que la boucle pour, elle incrémente le compteur d'une manière automatique. Et donc, si on veut transformer la boucle pour en boucle tant que, cette action-là doit être explicite. On doit la faire apparaître ici. Donc, on doit ajouter une action I reçoit I plus 1. D'une manière explicite, parce que la boucle pour ne peut pas agir sur le compteur d'une manière automatique. C'est à nous deux d'agir, c'est à nous deux d'incrémenter le compteur. Fait, donc c'est la fin, et j'affiche la somme. Donc vous voyez là qu'on a transformé la boucle pour en boucle tant que. Donc on a ajouté l'initialisation, et on a ajouté la modification de la condition, et on a transformé la condition. Bien. L'exemple de la somme des n premiers entiers, on l'a fait aussi avec la boucle pour, s égale 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. La solution c'était ça. Donc c'est presque la même chose que la somme de n entiers, sauf que les entiers dans ce cas sont ils coïncident avec le compteur i. On a dit qu'ils coïncident avec le compteur i, donc c'est une suite de nombres consécutifs. Donc, au lieu d'avoir un A, c'est 1, 2, 3 jusqu'à N. Donc, de la même manière, si je veux transformer cette boucle-là en boucle tant que, je vais avoir l'initialisation, il reçoit 1. La condition, donc tant que BI, plutôt compteur est inférieur ou égal à BS, le BS c'est 1, donc tant que I est inférieur ou égal à N. Le bloc d'action c'est S reçoit S plus I. Vous allez me dire que il y a l'objet I qui apparaît dans cette affectation-là et qui fait partie de la condition. Mais est-ce que cette action permet de modifier la condition? Non. Parce que je vois que la partie gauche de l'affectation ne contient aucun objet de la condition. Or, l'affectation, elle permet de modifier la partie gauche. Donc, même si le I apparaît dans cette expression-là, mais il ne permet pas de modifier le I. Donc, c'est à nous de rajouter encore une fois l'action qui va modifier la condition. Donc, l'incrémentation automatique du pour va être ici d'une manière explicite. I reçoit I plus 1. Et donc, on a modifié la boucle pour en boucle tant que. Bien. Un petit exercice pour terminer. Alors, on demande d'écrire un algorithme qui calcule la somme des chiffres qui composent un entier naturel. Écrire un algorithme qui calcule la somme des chiffres qui composent un entier naturel. Par exemple, si je me donne un nombre n égale 326 089, la somme de ces chiffres, c'est quoi? C'est le 9 plus 8 plus 0 plus 6 plus 2 plus 3. Donc, ça me donne un 28. Bien. On va résoudre ce problème-là. Alors, nous allons dire déjà pour calculer la somme des chiffres d'un nombre, il faut les trouver d'abord. Il faut trouver ces chiffres-là. Donc, il faut trouver le 9, le 8, le 0, le 6, le 2 et le 3. Une fois qu'on peut les trouver, donc, c'est simple de faire leur somme. Alors, pour les trouver, donc, je dois parcourir le nombre. Je dois parcourir le nombre de telle sorte à savoir tous les chiffres qui le composent. Les chiffres, bien sûr, ils ont des tailles différentes. Donc, je ne peux pas savoir il y a combien de chiffres dans le nombre avant de commencer le traitement. Ça dépend du nombre. Ça veut dire que le nombre d'itérations, le nombre de parcours à l'autre, je ne peux pas le connaître. Donc, je ne peux pas utiliser la boucle pour. Donc, on va vers le tant que. Comment? Bon, déjà, comment je peux récupérer ces chiffres-là? Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est, je vais dire, pour trouver ce 9-là déjà, pour trouver le chiffre le plus à droite, donc le poids faible, vous avez vu en structure de machine,
la représentation des données, comment on représente les nombres. Donc ça, c'est le bit ou le chiffre du poids faible. Alors dans cet exemple-là, si je veux récupérer le 9, il suffit de diviser, plutôt de prendre le reste de la division de ce nombre-là par 10. Le reste de la division de ce nombre-là par 10 va me donner toujours le bit du poids faible. Donc, le reste de la division, on l'a vu dans les vidéos précédentes, donc ça s'appelle le mode, qu'on peut appliquer sur les entiers. Le mode, ça veut dire donner le reste de la division de 326 089 par 10. Automatiquement, ça sera 9. Donc, avec cette opération-là, prendre le reste de la division du nombre par 10, je peux récupérer le premier chiffre à droite. Bien. Mais si je récupère le premier chiffre à droite, comment je peux récupérer les autres? Les autres, donc on va dire que si je divise ce nombre-là, une division entière, donc on utilise le div, et non pas le slash, si je les divise par 10, alors le résultat, ça sera 32 608. Parce qu'on a dit que la division entière, elle ne prend que le chiffre avant la virgule. Donc si je prends par exemple 5 div 2, c'est pas 2,5, mais c'est 2. Donc si je divise ce nombre-là par 10, il va me donner 32 608. C'est bon. Alors si on répète maintenant ces opérations-là, la division entière et le reste de la division, si on la répète plusieurs fois, on va récupérer différents chiffres qui composent le nombre. Donc si je divise la première fois, ça me donne 32 608, je récupère le 8. Si je prends maintenant ce résultat-là, donc le nouveau n que j'ai obtenu après la division, et je le divise encore une fois par 10, je vais obtenir 3260 et je récupère le 0 en prenant le reste de la division. Si je prends ce nombre-là, je le divise encore une fois par 10, ça me donne 326. Donc le reste de la division par 10 va me donner le 6. Encore une fois, division par 10, ça me donne 32. Le reste, c'est 2. Encore une fois, divisé par 10, ça me donne le 3. Le reste, c'est 3. Je divise encore une fois, j'obtiens le 0. Alors, on va dire que une fois que j'obtiens le 0, maintenant, c'est pas la peine de continuer parce qu'à chaque fois que je divise 0 par 0, ça sera 0. Donc, c'est la fin. Bien. Donc, on a vu là que si je répète, donc c'est une boucle, je vais répéter ces deux opérations, la division et le reste de la division. Quand est-ce qu'on va s'arrêter? Donc, on va s'arrêter lorsque le n devient nul. Ça veut dire que tant que le n est différent de 0, on va boucler. Et on s'arrête quand on obtient le n égale à 0. Alors, chaque division, on récupère le chiffre du poids faible en utilisant le mode et on va ajouter à la somme. Ça veut dire qu'on va boucler sur deux actions. S, on lui ajoute le reste de la division du nombre n par 10. Et à la prochaine itération, je vais diviser le n par 10. Et on va boucler sur ces deux actions-là. Tant que le n est différent de 0. Lorsqu'on arrive à n égale à 0, j'arrête ma boucle. Bien, donc dans ce cas, on peut écrire notre algorithme qui sera le suivant. Donc, algorithme, je lui donne un nom, somme des chiffres. Donc, j'ai besoin de deux objets seulement, le n et le s. Donc, je demande la lecture de n et j'initialise ma somme des chiffres à 0. Et voilà la boucle. Donc, on a dit que la condition, c'est tant que n est différent de 0. Je boucle sur quoi? On a dit que je vais boucler sur ces deux actions-là. Alors, vous remarquez maintenant que cette action-là, d'affectation, elle a une partie gauche n. Or, le n, c'est l'objet qui intervient sur la condition. Donc, si je modifie le n, ça veut dire que je vais modifier la condition. À un certain moment, les différentes divisions vont donner un nombre n est nul. Et donc, dans ce cas, je vais arrêter la boucle. Donc, tant que n est différent de 0, c'est la condition. Faire, voilà le bloc d'action qui contient une action qui modifie la condition. Alors, une fois que n est nul, je vais sortir et j'écris la somme des chiffres du nombre et S. C'est bon? À la prochaine.